Donc, bonsoir et bienvenue dans cette masterclass qui s'intitule Au-delà de la performance, cultive la sérénité. Alors, je suis très heureuse de retrouver les personnes qui sont en live avec moi, sachant qu'un soir de JO et de vacances, il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles regarderaient le replay. Donc, c'est bien, j'ai pas oublié de lancer l'enregistrement. Alors, pour les personnes qui me suivront en replay et qui ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Donc, je suis Isabelle Asbach, je suis coach neuro-identitaire certifiée et j'accompagne des femmes donc qui sont en reconversion professionnelle et qui se lancent dans l'entreprise en solo, ou des femmes qui sont déjà ce qu'on appelle des solopreneurs pour démarrer leur activité. Donc, j'ai essentiellement des personnes qui travaillent dans les milieux de l'accompagnement, mais pas que. Je les aide souvent. Elles ont un petit peu des difficultés, des peurs, des doutes, de se rendre visible. On peut avoir tout un tas de peurs. On en reparlera dans la masterclass. Donc, ils font que l'accompagnement les aide justement à dépasser ces peurs, à reprendre confiance en elles et justement à pouvoir expanser dans leur activité professionnelle. Donc ce soir, j'ai voulu ouvrir à toutes les femmes qui se sentaient appelées par le thème de la masterclass, et pas que des solopreneurs, qui est quand même effectivement les personnes que j'accompagne le plus, parce que j'ai pensé que ça pouvait intéresser tout le monde. Alors je dis des femmes parce que c'est le public que j'accompagne, mais ça peut aussi bien aller à des hommes. Donc il y a pas de problème. Donc on va commencer. Donc pour vous intervenir dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on aura un petit moment après pour échanger. Donc, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement. Normalement, tout est bon. Alors, je vais commencer. Alors, j'ai déjà un petit souci. Alors, voilà, c'est là. Hop. Voilà. Alors, à qui s'adresse cette masterclass? Alors, si je mets pas dans le bon sens, ça va pas. Voilà. Alors, à des femmes qui, en apparence, ont tout réussi, qui pensent avoir tout réussi, ou qui ont, quand on les voit de l'extérieur, on a l'impression qu'elles ont tout réussi, notamment dans leur vie professionnelle, qui peuvent avoir déjà une brillante carrière derrière elles, qu'elles soient salariées ou se lançant dans l'entreprise en solo. En général, ce sont des femmes qui ont une famille, des enfants, donc qui ont une vie déjà très bien remplie, mais qui à un moment ressentent un vide intérieur, qui peuvent se sentir épuisées, en quête de sens, désirant se nourrir d'activités qui les font vibrer et ressentant un besoin de ralentir et de se recentrer. Donc, c'est un petit peu comme si elles arrivaient à un moment de vie où elles éprouvent un besoin de se recentrer sur elles, parce qu'elles ont l'impression d'avoir été beaucoup dans l'action, donc ce qu'on appelle une énergie yang, c'est-à-dire qu'elles se sont données à fond pour mener de front leur vie professionnelle, leur carrière, également leur vie de femme, les enfants, la famille, et elles arrivent à un moment donné où elles se sentent fatiguées, épuisées et en quête de sens. Donc, il faut que j'arrête, parce qu'en même temps, j'essaie de voir s'il y a des personnes qui rentrent. Voilà. Donc, elles peuvent se retrouver aussi dans des relations qui ne leur conviennent plus, donc voulant cultiver des relations plus authentiques avec des personnes partageant leurs valeurs et leurs aspirations. Alors, pourquoi cette masterclass? Alors, pour répondre donc aux attentes des femmes que j'accompagne d'une part et qui ont parcouru un chemin dans lequel je me reconnais. Alors, je remercie donc une des femmes que j'accompagne, qui est là ce soir et qui m'a inspiré beaucoup
pour ce programme et cette masterclass. Donc, pour présenter mon histoire, donc de la femme que je suis, qui a réussi sa reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat en partant de zéro. Donc, je me suis lancée dans une activité en ligne de coaching en étant pas vraiment sur les réseaux, en étant donc très peu visible et en étant donc voilà. Donc, j'expliquerai comment j'ai fait et qui concilie donc maintenant à présent épanouissement personnel et vie professionnelle et qui voyage donc avec ses enfants adultes et qui avance à son rythme. Voilà. Donc c'est un petit peu, j'arrive à faire un peu tout ce que je veux. J'arrive à m'organiser, à faire des activités que j'aime bien faire. J'ai besoin de bouger, donc je cours. Maintenant, j'ai remis de la natation en plus. Je vais me promener dans la nature, donc ça fait partie des routines dont j'ai besoin et que j'arrive à mettre dans cette nouvelle activité professionnelle que j'ai organisée autour des choses qui me font du bien et qui me mettent en énergie. Alors, avec quoi repartiras-tu à la fin de la masterclass? Alors, j'espère bien que tu repartiras déjà avec une envie d'intégrer davantage d'équilibre dans ta vie, en valorisant le bien-être et la sérénité, en explorant de nouvelles voies professionnelles ou des passions qui t'apportent satisfaction et sens, ou quand si tu es une solopreneur comme les personnes que j'accompagne actuellement, ça va te donner, ça va relancer ton énergie, ta motivation, envie de te lancer dans autre chose ou des nouveaux accompagnements et de cultiver des relations plus profondes et authentiques et de reprendre les rênes de ta vie. Donc voilà un petit peu mon objectif, c'est en fait de générer un boost chez ces femmes. Alors, si tu restes jusqu'à la fin, donc pour te remercier de ta présence, tu auras, je te ferai un cadeau, je t'offrirai quelque chose d'avoir été présent jusqu'au bout de cette masterclass. Alors, on va déjà essayer de voir un petit peu le profil donc des personnes qui peuvent rentrer justement dans ce concept que j'ai appelé sagesse. Alors, on va commencer par regarder où en es-tu aujourd'hui. Alors, en général, les personnes qui arrivent vers moi me disent qu'elles sont épuisées tant physiquement qu'émotionnellement après des années de gestion de multiples responsabilités. Donc, que ce soit, comme je le disais, ça peut être familial et également professionnel. Même si elles sont toujours dans le salariat, elles peuvent se sentir à un moment donné épuisées de toujours vouloir faire plus, parce que souvent, ce sont des femmes qui ont des profils de femmes perfectionnistes et donc qui veulent toujours faire plus. Et par définition, le perfectionnisme, c'est une sorte d'idéal qu'on n'arrive pas à atteindre, donc c'est ça qui va épuiser. Et également ressentant donc de ce fait une sorte de fatigue chronique qui va s'installer, une diminution d'énergie et des difficultés à se ressourcer. Donc on rentre très vite dans un cercle vicieux. Alors, ressens-tu des peurs? Alors, en général, quand on arrive à ce moment de sa vie où on se pose plein de questions, alors effectivement, on se rend compte qu'on a déjà fait beaucoup de choses, mais qu'on n'est pas forcément entièrement nourri par tout ce qu'on a fait, même si on a l'impression d'avoir réussi déjà pas mal de choses. Mais on arrive à un point de bascule, et c'est là qu'est la difficulté, tout le problème, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire? On se dit, on a déjà fait beaucoup de choses, mais quitter ce qu'on a déjà, ça occasionne des peurs. Hein. On se dit, donc c'est la peur de quitter tout ce qu'on a et de repartir à zéro. Donc là, c'est pas évident. Notamment, je pense aux femmes qui ont quitté le salariat, qui avaient quand même un poste. Moi, pour les femmes que j'accompagne, qui avaient quand même des postes à responsabilité, qui avaient quand même fait une belle carrière et que c'est pas évident de tout arrêter, de se relancer. Ce que j'ai fait personnellement dans l'entrepreneuriat, en partant de zéro et en découvrant tout un tas de... même si on est coach, thérapeute, on doit apprendre le marketing, la communication, le storytelling quand on fait des posts, on doit apprendre même d'autres métiers, et c'est pas simple et ça génère des peurs, parce qu'on a toujours l'impression, d'apprendre des nouvelles choses et que j'ai jamais fini d'apprendre. Donc la peur de l'avenir, effectivement, c'est aussi très anxiogène de se dire, je vais quitter
Si je quitte le salariat, ça va être une sécurité financière que je ne vais plus avoir. Hein. C'est pas toujours évident au début, et quel que soit le domaine dans lequel on va aller, ou même si on change d'activité salariée, il y a toujours des peurs et une insécurité qui va arriver. Et également donc cette peur de l'échec, de se dire bah oui mais je me lance dans quelque chose de nouveau, est-ce que ça va marcher? Alors, vis-tu des montagnes russes émotionnelles? Donc, effectivement, on peut, quand on est à ce moment de sa vie, se retrouver donc dans des fluctuations. Donc, d'un côté, comme je l'expliquais précédemment, la fierté d'avoir réussi quand même une carrière. On a quand même fait, en général, ce sont des femmes qui ont fait des études, qui ont donc réussi beaucoup de choses dans leur vie, qui ont fait comme une carrière qui leur a apporté quand même une certaine sécurité financière et qui ont une famille, donc qui ont géré beaucoup de choses. Donc elles sont fières de ces réussites-là, mais en même temps, elles peuvent ressentir de la culpabilité de ne pas se sentir pleinement heureuses et épanouies. Souvent, moi, j'ai des femmes qui arrivent en me disant j'ai tout pour réussir, mais donc j'admets une personne qui arrive. Donc bonsoir, je continue ma présentation. Donc effectivement, on peut se sentir coupable de ne pas se sentir pleinement heureuse parce qu'on se dit vis-à-vis d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la vie que l'on a, avec on manque de rien en apparence financièrement, par exemple, mais se dire que vis-à-vis d'autres personnes, on ne se sent pas à l'aise, on n'ose pas dire qu'on n'est pas bien. Parce que ça peut être mal perçu, donc on peut ressentir de la culpabilité. Et aussi, on fluctue entre ce qu'on a réussi et ces moments de doute, de culpabilité où on se sent pas bien, et l'envie d'être soi-même tout en ayant peur de déplaire aux autres. C'est pas toujours évident. Souvent, on a un profil, on a toujours été, donc, comme je le disais, dans une énergie très masculine, yang, d'être dans l'action. Donc, on a fait beaucoup de choses. Et donc, on n'a pas vraiment... On a cherché plutôt à plaire dans son travail, à réussir, à toujours à chercher la perfection, et également dans sa vie personnelle, s'occuper pour que tout se passe bien dans sa famille, donc son conjoint, de ses enfants, des fois de ses parents. Donc, et on s'est laissé un peu en retrait pour justement, et on se retrouve à un moment où on a l'impression que ça va plus du tout et qu'on est épuisé. Alors, je te comprends parce que moi, c'est ce que j'ai traversé, donc je comprends tout à fait cette situation-là. Donc, en fait, c'est pas les personnes qui ressentent de la culpabilité, c'est vraiment pas de leur faute. Il y a pas de quoi être. Je dirais même que c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, il y a des solutions. On va en présenter là tout à l'heure. Et donc, je vais à présent dans les présentations me présenter un petit peu. Voilà, donc mon parcours. Donc moi je suis partie de 2018 parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à y avoir des choses qui ont changé dans ma vie, alors qu'avant c'était plutôt assez tranquille. Même si je me formais quand même très régulièrement depuis longtemps parce que j'avais un besoin, j'adorais ça. Je continue d'ailleurs, mais voilà. Donc moi j'ai un parcours, j'ai fait des études de psychologie au départ, j'étais dans l'enseignement, après je suis partie dans la santé publique plutôt comme chef de projet. Tout à fait, j'ai travaillé donc quelques années comme chef de projet en santé publique. Et voilà, donc parce que je pouvais continuer mon cursus en psychologie pour être psychologue, terminer, mais j'en avais pas envie à ce moment-là. J'étais aussi très intéressée par tout ce qui était méthode, organisation, et c'est pour ça que les montages de projets dans la santé, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait à ce moment-là. Et à un moment donné, donc, j'étais dans une structure où j'ai travaillé pour la fonction publique, donc j'ai monté des gros projets avec des institutions, et j'ai fait donc un burn-out en 2018 que j'ai senti venir. En fait, je me suis dit, je le sentais venir, mais je n'arrivais pas à l'arrêter. Donc je travaillais. C'est vrai que j'étais un peu dans cette recherche de vouloir tout bien faire, et je m'en sortais pas. Donc le burn-out a commencé à être un peu un déclic où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, que ça ne me convenait plus du tout. Donc j'ai commencé je pense comme beaucoup de gens qui viennent vers moi, qui vont voir des thérapeutes, qui font
pas forcément des coachs tout de suite, mais qui essayent de se lancer un peu dans le développement personnel, de lire des livres, d'aller à des petites formations. Donc moi, je fais un peu ce parcours-là. Donc j'ai énormément lu de livres. Donc déjà, ça me faisait, ça me nourrissait quelque part. Donc c'était une sorte d'évasion. Et en 2020, j'ai commencé à suivre un programme en développement personnel qui s'appelait Crée ta vie, qui était un peu le début de tout, de ce cheminement qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je trouvais que le titre était très bien parce que c'était vraiment Crée ta vie, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et puis donc moi j'étais quelqu'un d'hypersensible et qui était quand même beaucoup sous l'autorité émotionnelle. Donc très vite j'étais submergée par les émotions. Donc c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à gérer. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, je me suis rendu compte que quand ça devenait un paroxysme, j'avais en fait mon corps qui tout seul se mettait en une sorte d'état de dissociation. Et donc j'ai fait en 2020, alors que j'étais partie skier, j'étais partie faire une semaine de ski, c'était le premier jour, j'ai fait ce qu'on appelle un ictus amnésique, c'est-à-dire que je suis arrivée très très fatiguée, j'étais vraiment très très fatiguée, c'était une année pas facile, et j'ai mon corps qui m'a lâché. En fait, je continue à skier, mais dans mon cerveau, il s'est passé un truc comme ça, une espèce de reset qui a fait que je n'avais plus de mémoire immédiate. Donc c'est-à-dire que je skiais avec des gens, je les reconnaissais pas. Des gens que je connaissais, je les voyais, je ne savais plus où j'étais, mais je continuais à skier, donc ça n'avait pas enlevé tous mes savoirs, ce qu'on appelle procéduraux, mais j'étais incapable de reconnaître les gens, de reconnaître où j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Bon. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, on a cru que je faisais un AVC, c'était pas du tout un AVC, on a fait un bilan neurologique, je faisais un scanner du cerveau, j'avais rien. Bon. Et après on a compris, c'est un neurologue qui m'expliquait donc ce qui m'était arrivé, mais moi ça a commencé à m'interpeller, parce que je me suis dit, parce que ça peut durer plusieurs heures, moi ça a duré 6 heures, donc dans 6 heures j'ai un trou je me souviendrai jamais de ce qui m'est arrivé, ce que je vous ai dit, c'est des gens qui étaient avec moi qui m'ont raconté, moi j'ai aucun souvenir. Donc c'est quand même très angoissant de se dire on arrive à avoir le corps qui à un moment donné dit stop, donc ça peut aller très loin. Donc on n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas vraiment vécu des situations comme ça. Donc moi ça m'a fait très peur, et donc je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après j'ai tellement aimé les programmes que je faisais en développement personnel que j'ai décidé, et puis en plus après mon burn-out et puis mon activité professionnelle qui me convenait plus du tout, j'ai décidé en 2021 donc de faire l'école de coaching neuro-identitaire et donc de ma certification. Et dans la foulée, j'ai démissionné de mon activité salariée. Donc j'ai démissionné parce qu'il y a des personnes qui font ça qui restent encore avec une activité salariée, qui après commencent leur activité libérale et de solopreneur. Moi, j'ai carrément démissionné, je me suis lancée. Donc je me suis lancée en 2022, et j'ai créé l'Audace Soi. Et voilà, donc depuis, je suis coach, et j'accompagne des femmes, comme je le disais. Et en 2023, l'année dernière, j'ai créé donc mon premier sommet virtuel de l'art de créer son bonheur. Parce que j'étais toujours dans cette quête de savoir un petit peu comment arriver à créer quelque chose. Donc j'avais créé ce sommet. Et 2024, j'ai recommencé à être dans des situations de où mon corps me lâchait. Donc ça a été tout l'hiver, ça a duré 6 mois. Et là, ça a été vraiment, j'ai traversé des moments vraiment de fluctuations, de maladies, de troubles hormonaux thyroïdiens. Donc j'étais très 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 fatiguée. Je me suis retrouvée très 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 fatiguée, épuisée même. Et j'ai donc dû mettre un peu mon activité en stand-by. Et là, je me suis vraiment posé des questions, me disant qu'il fallait que je me recentre à nouveau sur moi. Donc d'où l'importance d'arriver à comprendre ce qui se passe dans son corps et d'arriver à se recentrer sur soi. Donc ça a été un nouvel envol vers plus de sagesse. Et en même temps, donc j'avais des femmes que j'accompagnais sur une partie business des solopreneurs, que je les accompagnais plus sur la partie mentoring, à créer leur accompagnement, et je me suis rendu compte que beaucoup avaient quand même pouvaient avoir également des problèmes dans leur vie personnelle, des problèmes plus en profondeur, de manque de confiance générale, et qui avaient envie d'aller plus loin.
Donc en fait, elle venait me voir parce que j'en ai plusieurs qui sont venues me voir en me disant qu'elles n'avaient pas assez de clientes, que ça marchait pas très bien, qu'elles hésitaient à revenir dans le salariat pour débloquer quelque chose. Et à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose de profond à aller travailler. Donc je le travaillais déjà, mais là je me suis dit, il faut vraiment. Puis alors, fort de mon expérience là de mes 6 mois de troubles thyroïdiens, là je me suis dit, c'est quand même quelque chose de très très important parce que moi j'ai travaillé ce qu'on appelle le vide. J'ai traversé, je veux dire, où vraiment on a l'impression que tout nous échappe et puis on n'arrive plus à avancer. Donc ce qui a fait que je me suis dit, il faut vraiment aller plus loin pour essayer de trouver quelque chose d'où ça vient et comment on peut faire pour s'en sortir. Donc voilà, on arrive à... alors, j'ai réussi à avoir donc le parcours que je vous ai présenté parce que justement, un jour, j'ai décidé d'impulser un vrai changement. En fait, tout vient d'un moment où on impulse, c'était en 2021, donc quand j'ai démissionné, à partir du moment où j'ai démissionné, je me suis dit, bon là, il faut faire quelque chose. Il fallait que je me prenne en main, il fallait que je redémarrais dans quelque chose de complètement nouveau. Je connaissais pas, comme je le disais, je connaissais pas les réseaux alors que je travaille exclusivement en ligne. Donc voilà. Donc j'ai dû me former un peu dans plein de domaines différents. Je me suis fait accompagner. Donc c'est la suite. Voilà. Alors pourquoi? Oui, je suis partie un peu sur la slide d'après. Donc pourquoi j'ai voulu impulser ce changement? Alors d'une part pour sortir des conflits de valeurs, parce que déjà dans mon activité professionnelle j'étais en conflit par rapport à ça, ça n'allait pas, donc c'est ce que je leur ai dit quand je suis partie. Sortir des conditionnements un peu inconscients, donc là on va voir, c'est quand même l'essentiel de la méthode. M'épanouir dans une activité qui avait du sens pour moi. Comme je le disais, moi j'avais besoin de suivre mes rythmes et justement après avoir vu tous ces problèmes de santé qui s'accumulaient à des moments clés des moments de ma vie où il fallait que je change des choses. Là je me suis dit, il faut que je sois dans quelque chose où je puisse avoir du temps pour moi, si j'ai besoin de ralentir à certains moments, que je puisse le faire. Donc en fait, c'est pas évident. Donc moi, je me disais, je ne reviendrai jamais dans le salariat. Pour moi, c'était clair et net. Il fallait quelque chose que je puisse créer de moi-même, de toutes parts, que ce soit ma façon de travailler, mon organisation, dans une sorte d'écosystème. Je voulais tout créer. J'ai fait mon premier marathon. J'ai donc remis de la clarté un petit peu dans ma vie. Et pour prendre du plaisir et suivre mon rythme. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'animait. Donc moi, je suis partie de ça, et ça, c'est quelque chose qui m'a, je dirais, c'était quelque chose de très émotionnel, c'était quelque chose qui m'a donné l'envie, donc, de me mettre dans l'action. Je vous dis ça parce que c'est important, j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Donc, quand je suis arrivée dans ma solo entreprise, je me suis fait accompagner, comme j'accompagne des personnes qui viennent à moi. Je pense que c'est important de le faire parce que sinon, comme je le disais, il y a tellement de choses à faire quand on se lance, on peut pas tout connaître. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner, de se faire coacher déjà régulièrement, parce qu'il faut quand même, par définition, qu'on soit quand même un peu en avant de nos clients si on veut bien les accompagner, et donc continuer à travailler sur soi et aussi en mentoring. Donc grâce à ça, j'ai réappris à me faire confiance et à suivre mon intuition, ma créativité, qui était quelque chose qui était très important pour moi. Et enfin, j'ai pu m'ouvrir à mon rythme et mes cycles d'énergie pour la première fois, parce que vous avez bien compris, c'est très important pour moi. Donc là, j'ai réussi à créer ça. Alors, la décision qui avait tout changé, donc, c'était de me dire que je voulais arrêter de subir des situations qui ne me convenaient plus. Donc ça, c'est vraiment important. C'est vraiment l'intention qu'on va poser quand on va démarrer. C'est d'arriver dans quelque chose qui... c'est vraiment prendre la décision. Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui me disent, oui, j'ai des prises de conscience. Et on va voir que les prises de conscience, c'est bon, ok, c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante pour impulser un changement. Alors, pourquoi ça a tout changé? Parce que j'ai réussi à transformer donc tous mes cercles vicieux d'avant, des schémas dans lesquels je me retrouvais plus et qui tournaient en boucle. On va voir aussi pourquoi ça tourne en boucle, en cercle vertueux, à aller vers des choses qui me convenaient plus, donc en étant beaucoup plus alignée à moi.
et à sortir donc d'une vie qui est conditionnée. En fait, on sort de ces conditionnements pour en créer d'autres, mais qui correspondent, qui sont alignés à qui nous sommes. Alors, la réponse. Donc là, comme je le disais au départ, donc moi je travaille avec une méthode de coaching donc neuro-identitaire. Et là, donc, je suis allée chercher dans des modèles plus issus des neurosciences. Donc là, c'est le modèle théorique et je présenterai ensuite le concept que j'ai créé pour accompagner mes clients. Donc, le modèle de transformation personnelle associé aux 3 cerveaux. Donc, on va voir les 3 cerveaux qui vont rentrer qui vont être importants justement dans cette transformation. Donc, on va voir tout d'abord le cerveau de la pensée. Donc, on va parler de la pensée, on va parler de notre corps avec nos émotions et de notre être et comment on va arriver à ça et comment ça se passe. Donc, en fait, le premier cerveau, le cerveau de la pensée, c'est ce qu'on appelle le néocortex. Sa fonction principale, c'est le siège de la pensée consciente, de la rationalité, de l'analyse, de la réflexion, de la planification, de la prise de décision. Donc, c'est grâce à ce cerveau-là que nous réfléchissons, nous pensons, notre pensée analytique. Son rôle dans la transformation, ça va être d'identifier et d'analyser nos pensées, croyances limitantes. Donc, c'est une étape où on va prendre conscience de la nécessité de changer quelque chose qui ne va pas. Donc, par exemple, là, je commence à rentrer vraiment dans la méthode. Donc là, je vous explique la partie théorique, comment ça fonctionne. Donc, si on reprend, par exemple, la femme qui m'a un petit peu, à laquelle j'ai pensé pour créer ce concept qui s'appelle sagesse, c'est en fait... donc là, dans cette première étape du cerveau de la pensée, c'est-à-dire que si on prend l'exemple, par exemple, d'une femme qui est constamment stressée par son activité professionnelle, par exemple, une femme qui veut vraiment réussir par ses performances professionnelles, elle va, à ce stade-là, commencer par identifier toutes les pensées sous-jacentes. Là, elle va être dans sa pensée consciente en disant, par exemple, elle va identifier les croyances qui la bloquent. Elle va se dire, par exemple, que pour elle, il faut toujours être parfaite, il faut toujours bien réussir. Et elle va avoir, de ce fait-là, toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose, que c'est pas assez, qu'elle n'est pas assez compétente, qu'elle n'est pas assez. Donc, pour elle, ça va générer toujours une espèce de surenchère et justement, ce sentiment d'être stressée, même si c'est une femme qui a déjà bien réussi. Donc là, elle est à ce moment-là, quand elle a cette prise de conscience de se dire je dois être parfaite ou je ne suis pas assez ou il me manque toujours quelque chose ou les autres sont meilleurs que moi. Là, elle est dans sa pensée consciente, c'est sa pensée analytique. Donc ça, c'est sa prise de conscience. Donc ça, c'est bien. Mais si elle reste à ce niveau-là, il va rien se passer. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, ça se fait au niveau du néocortex. Ensuite, on va avoir notre cerveau, l'action, qui va être imbriqué dans ce qu'on appelle le cerveau limbique. Alors, le cerveau limbique, c'est le centre. On en parle beaucoup, c'est le centre de nos émotions, de notre mémoire. Donc, il va réguler. Donc, moi, quand j'ai fait mon ictus, j'ai eu un problème. Je pense qu'il y a eu un truc qui a eu au niveau de mon cerveau limbique. Donc, il va réguler les comportements émotionnels et les habitudes. Donc, ça, c'est important. Donc, quand on en arrive, donc cette étape au niveau de ce cerveau limbique, dans la transformation que l'on veut faire, qu'est-ce qui va se passer? Donc après, notre dame, après avoir identifié toutes ces pensées limitantes, elle va l'utiliser pour ressentir les émotions associées à des nouvelles pensées. Donc là, par exemple, c'est pour ça qu'on dit que ça va impulser l'action, c'est-à-dire que à ce moment-là, par exemple, elle se dit, notre personne qui se sentait stressée, elle va commencer à déjà regarder tout ce qu'elle a fait de bien. Donc déjà, ça va la mettre dans des émotions qui vont être beaucoup plus, ce qu'on appelle des émotions supérieures, donc dites positives, de se dire, j'ai déjà réussi tout ça. Donc si j'ai déjà réussi tout ça, je peux continuer à réussir à aller plus loin. Donc là, elle va complètement changer sa façon donc de toutes ces pensées qui vont être associées à des nouvelles émotions.
Et également commencer à visualiser vers là où elle voudrait aller. Qu'est-ce qu'elle aimerait avoir dans sa vie? Parce que c'est bien de se dire les autres sont meilleurs que moi, j'y arriverai pas, mais c'est aussi bien de se dire mais qu'est-ce que j'aimerais faire moi? Donc se projeter. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est le fait on arrive dans l'émotion, et c'est cette nouvelle émotion, cette envie qui va déclencher l'envie, et c'est pour ça qu'on va se mettre dans l'action. Donc on voit bien que la pensée seule ne suffit pas. Là, on est à l'étape d'après. Et ensuite, on arrive à l'être. Donc, l'être, ça va se situer dans le cervelet, qui est une partie du cerveau reptilien. Donc, on connaît bien le cerveau. On parle beaucoup du cerveau reptilien, de la survie, ce cerveau qui va créer un peu des automatismes. Par exemple, quand on a peur, quand on veut traverser une route, on n'a pas vu qu'il y a une voiture qui arrive, on entend un bruit, ben c'est ce cerveau-là qui va faire qu'on va reculer. On a tout un tas d'automatismes comme ça qui vont faire que donc c'est ça qui va réguler. Donc dans le cerveau reptilien, il y a tout d'abord le tronc cérébral et ensuite le cervelet. Donc là, on est vraiment dans le cervelet. Donc sa fonction principale, c'est il est responsable de la coordination et de l'automatisation des comportements et des processus subconscients. Donc l'automatisation des nouvelles habitudes et états d'être. Donc en fait, c'est là que va se loger toutes nos habitudes, nos conditionnements et ce qu'on peut changer également. Donc là, on va automatiser, c'est là qu'on peut automatiser des nouvelles habitudes et des états d'être. Et dans la transformation, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va intégrer le changement, c'est-à-dire de nouvelles pensées qui vont générer de nouvelles émotions qui doivent devenir automatiques et enracinées dans notre subconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en rend même plus compte. Quand on est happé, on va, je sais pas, on va se mettre la main près la cuisinière et qu'on va on va enlever sa main automatiquement parce qu'on a peur de se brûler ou on va ressentir le chaud. Ça passe, c'est automatique, donc c'est quelque chose qui est complètement qu'on va faire automatiquement. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que au lieu de systématiquement se dire qu'on est nul quand on nous propose une nouvelle, je ne sais pas, un nouveau poste en disant non, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va même pas réfléchir, on va se ressentir des émotions de stress, on va pas se sentir bien dans son corps parce que justement, on a automatisé que de toute façon, on était nul, on n'y arriverait pas. Donc, ça va générer déjà un comportement qui va être associé à cette émotion-là. Alors que là, justement, le but, c'est de recréer quelque chose qui va être dans ce qu'on veut être. Donc, en fait, si on prend notre dame, donc à force de pratiquer régulièrement donc cette visualisation de là où elle veut aller, cette envie de dire non, moi je veux plus faire ça, j'aimerais mieux, je sais pas, avoir une activité plus créative, peu importe ce qu'elle veut faire, elle va intégrer ces nouvelles façons d'être au point qu'elles deviennent naturelles et automatiques. Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, c'est notre façon de voir les choses et donc on va créer de nouveaux circuits neuronaux et on va enlever les anciens. Donc, par exemple, je donne un exemple concret, c'est vrai qu'on a tendance parfois à, quand on a quelqu'un qu'on n'apprécie pas, si on ne peut pas apprécier tout le monde, il y a toujours des gens avec lesquels on s'entend mieux que d'autres. Et puis, par exemple, une fois, cette personne vient vers vous en étant très gentille, très sympathique, vous vous dites, oh là là, il y a un truc de bizarre. Alors, vous dites, ok, il m'a rendu service, mais il doit y avoir un truc derrière, un truc n'est pas très normal. Donc, vous commencez à anticiper dans votre pensée qu'il doit se passer quelque chose de bizarre chez cette personne, qu'elle doit avoir une idée derrière la tête, que c'est pas bien clair, parce que vous l'avez étiqueté comme quelqu'un de pas bien, comme quelqu'un de pas gentil, comme quelqu'un de malveillant, etc. Alors que si vous vous dites, vous pouvez aussi bien donc vous dire, non, ok, bon, aujourd'hui, oui, j'étais ennuyée, j'avais besoin d'aide, cette personne m'a aidé. Point. Et être reconnaissante à cette personne de vous avoir aidé. Parce qu'à ce moment-là, vous aviez besoin d'aide et que cette personne vous a aidé. Donc là, vous allez être complètement, donc c'est là que ça se situe, c'est-à-dire dans votre être, vous allez créer et si vous régulièrement, vous prenez cette habitude de voir les choses comme ça par rapport à vous, dans vos interactions, dans les situations dans lesquelles vous êtes, en regardant par rapport à vous ce que ça peut vous apporter et pas en interprétant ce que la personne a pu penser ou vouloir faire, vous allez voir que déjà vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez libérer de l'énergie pour faire des choses qui vous mettent, qui vous plaisent et qui vous mettent en joie.
Donc là, c'est vraiment une situation complètement type où c'est pareil, le jugement, c'est exactement pareil. Quand on est tout le temps dans le jugement, forcément, on ne se sent pas très bien. Ou la colère, ou toutes ces émotions qui vont faire que justement, on est dans des conditionnements et c'est ça qui va générer automatiquement notre façon d'être. Et quand on veut justement changer et sortir de ça, on fait le schéma à l'envers. C'est-à-dire, on va recréer des nouveaux. C'est-à-dire qu'on va déprogrammer les anciens et en recréer des nouveaux. Donc, en fait, ça passe par ce circuit-là. Donc là, donc, en fait, la transition entre les cerveaux, c'est quoi? On passe de la pensée à l'action. Donc, on identifie les pensées limitantes au niveau du néocortex. On va en créer des nouvelles pensées supérieures. On va ressentir les émotions correspondantes. Donc, ça peut être, et c'est tout à fait vrai dans l'autre sens, comme je vous disais, quand on a des émotions style jugement, colère, frustration, c'est exactement la même chose, ça va être associé avec les pensées, mais là on est en train de recréer des émotions qui vont être plus des choses, on a envie de faire des choses qui vont nous mettre en joie, qui vont nous mettre des émotions de gratitude, et ensuite on passe justement de l'action à l'être en ressentant régulièrement ces nouvelles émotions, en répétant et en renforçant ces nouveaux schémas pour les ancrer dans le subconscient au niveau de notre cerveau reptilien, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc en fait, ce qu'on appelle la sagesse, on dit que c'est en fait un nouvel état d'être qu'on peut créer, que tout le monde peut créer, et qui va s'opposer donc à toutes les pratiques conscientes. Donc c'est pas simplement se dire il faut que je sois gentil, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Non, c'est vraiment on va déconditionner tout le schéma donc que je vous ai présenté pour reconditionner dans tous ces schémas notre système nerveux pour arriver à être dans un nouvel état où on prend les choses complètement différemment. Et ça, c'est tout à fait possible. Donc, ça demande effectivement de la pratique, ça demande effectivement de la répétition, parce que si on fait ça 2 jours et après, le naturel, comme on dit, va revenir au galop. Donc, il va falloir, mais en fait, c'est ça le principe. Donc, ça, c'était la théorie. Donc, de la théorie à la pratique, donc je vais vous présenter le concept sagesse. Donc, y a-t-il des questions pour l'instant? N'hésitez pas à m'arrêter, à me dire dans le chat, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'à présent? Ou est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? N'hésitez pas. Alors, donc là, je vous ai présenté un peu l'aspect théorique qu'on retrouve dans les neurosciences des 3 cerveaux, le néocortex, le cerveau limbique et donc le cerveau reptilien, la partie le cervelet. Et là, on va voir un petit peu comment on arrive à mettre en pratique ce qui m'a, quand j'ai lu ça, donc là, c'est des neurosciences, donc je me suis inspirée de différents auteurs. Et là, le concept sagesse. Donc, comme je disais, que j'ai repéré chez moi-même, j'ai cherché déjà sur moi comment je pouvais arriver à changer ça. Et chez des personnes que j'accompagnais. Donc, le concept sagesse, donc la méthode en 3 piliers, qui est donc le premier pilier, c'est reconnexion à soi et résilience émotionnelle. Donc, c'est en fait ce qu'on a vu. Donc en fait, tout ce qu'on a vu de façon théorique, là on l'a de façon... Donc c'est quoi ce pilier 1? C'est sortir de tous les conditionnements du passé et de la projection vers le futur. Parce que c'est ce que je vous disais, les conditionnements du passé, quand on a, depuis qu'on est petit, si, je sais pas, on a eu des troubles de l'apprentissage quand on était petit, donc on a l'impression, on vous a dit, petit, vous avez des problèmes à l'école, donc les parents disent, oh là là, t'as du mal. Donc l'enfant s'est construit en ayant l'impression qu'il était pas comme les autres, qu'il apprenait moins bien, qu'il était... Et il peut après donc avoir des problèmes de confiance en soi et quand il grandit, se dire, avoir toujours cette impression d'être en difficulté en permanence, d'avoir du mal dans ses études, d'avoir du mal dans son activité professionnelle. Et de ce fait-là, à chaque fois qu'il va être dans une nouvelle situation, avoir tout que ça génère des peurs et qui se disent naturellement, de toute façon, j'y arriverai pas. Donc en fait, dans ces conditionnements du passé vont faire qu'on va passer directement du passé au futur. C'est-à-dire que on interprète à la lumière de ce qui nous est arrivé dans le passé, on va projeter ça dans le futur.
C'est le fameux j'y arriverai pas, voilà. Et ça on le fait tout le temps. Moi je me suis amusée à le faire chez moi dans tout ce que j'avais un petit peu comme conditionnement comme ça, et je me suis rendu compte que c'est vrai, que je me dis à chaque fois non, et donc là c'est ça, c'est sortir de ça, parce que c'est vraiment quelque chose parce qu'en fait on n'est jamais dans l'instant présent quand on est dans ces conditionnements là, parce qu'on passe du passé au futur. Donc en fait, on va passer par retravailler sur tout ce qui a généré les conditionnements du passé. Donc l'identification, la guérison des blessures, comprendre comment les expériences passées influencent notre confiance actuelle et comment les surmonter. Parce que ça, comment arriver justement à couper ça. Travailler sur la gestion des chocs émotionnels. Donc toute cette partie de l'émotion qui est associée, donc si c'est une émotion, si on arrive à le surmonter, donc on va réussir à se libérer et puis justement à être dans quelque chose de beaucoup plus, donc de prendre de la distance et d'arriver à être dans des émotions plus positives. Et également, c'est dans ce pilier 1 qu'on va travailler sur des stratégies pour rebondir après les échecs et les difficultés, pour transformer donc les obstacles en opportunités de croissance. Alors, par exemple, pour les personnes qui sont comme moi dans l'entrepreneuriat, on le voit très souvent. On voit bien que c'est vraiment un domaine où il faut tester, essayer. On n'y arrive pas, ça repart. Par exemple, ce soir, il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est ce que je disais, m'ont dit, et qui s'étaient inscrites, m'ont dit oui, mais je regarderai le replay, donc c'est pour ça que j'enregistre, parce que justement, il y a entre les Jeux Olympiques, les vacances, je pourrais pas être là en live. Mais c'est pas grave. Je veux dire, ces personnes regarderont le replay. Alors qu'il y a des gens qui se focalisent sur le nombre de personnes inscrites, le nombre de personnes présentes, s'il n'y a pas tant de personnes, ça. Donc déjà, elles sont dans une sorte de manque entre un idéal et puis le fait de se dire, j'ai pas le nombre auquel je pensais. Peu importe, je veux dire, il y a les personnes présentes, je suis très contente qu'il y ait des personnes présentes, mais également, il y aura les personnes qui regarderont en replay. Donc c'est ça, il faut toujours c'est pas dépasser ça et aller continuer à aller plus loin, recommencer, répéter. Donc c'est vraiment moi c'est vraiment une activité que j'ai découverte qui nécessite ça. C'est-à-dire que donc à l'échec, on lance quelque chose, ça ne fonctionne pas, on a appris et on continue. C'est toujours ce qu'il y a après. Il faut toujours penser à ce qui arrive après. Donc voilà. Donc ça c'était le premier pilier. Le deuxième, c'est donc développer une confiance en la vie et la vision d'avenir. Donc le premier, on va ce qu'on appelle déprogrammer un petit peu tous ces schémas inconscients de ces conditionnements passés qui nous paralysent en fait, et qui font que on n'est pas bien, si on est tout le temps en colère après quelqu'un, on se sent frustré, si on a l'impression qu'on se fait avoir, si on est dans le jugement, si on est dans la culpabilité, donc on n'est pas bien. Donc c'est sûr que ça va générer tout un tas de difficultés, de mal-être, d'épuisement, voilà. Donc le pilier 2, on est donc vraiment comment faire pour arriver à générer un changement dans sa vie, mais il faut se faire confiance, il faut y aller. Donc, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans l'inconnu. Donc ça, l'inconnu, c'est important quand on traverse le vide, c'est-à-dire qu'on va être vraiment dans l'inconnu, on ne sait pas. On ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver, on ne sait pas quand on se lance dans une activité libérale, on ne sait pas, on n'est pas toujours la certitude de savoir combien on va gagner dans le mois, ça peut fluctuer, il peut se passer des choses, on peut avoir à un moment donné des clientes qui arrivent après un peu moins, on est tout le temps en train d'être dans l'inconnu, donc il faut l'accepter. Donc en fait c'est vrai que ça demande de développer quand même des capacités qui sont pas toujours données à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité, donc ces personnes-là elles sont très vite en difficulté si elles n'ont pas un cadre, et là on sait bien que dans la solo-entreprise, on est toute seule et qu'il faut prendre des décisions, il faut être jonglé dans ces moments d'incertitude et d'insécurité. Donc, le pilier 2, c'est vraiment apprendre à développer une confiance en la vie et une vision d'avenir, c'est-à-dire se faire confiance même si on n'a pas le résultat escompté tout de suite. C'est-à-dire, je continue, je ne me décourage pas, mais tout ce que je fais, toutes les petites étapes que je fais, que je réalise, vont à un moment donné, c'est là que je vais obtenir des résultats. Donc, il faut se détacher de la temporalité, pas se fixer. Il faut qu'à tel mois, à la fin du mois, j'ai fait, par exemple, tant de chiffres d'affaires, j'ai eu tant
de clients, j'ai fait tant de... il faut se détacher de ça, c'est apprendre à se détacher de ça et de se dire que bon, on peut... voilà, donc ça c'est quelque chose qui est... Donc je reviens voilà, apprendre à cultiver donc son espace de sécurité intérieure. C'est-à-dire que c'est là où on va se réaligner quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas malgré tout. C'est de continuer et de garder, de rester vraiment en phase avec qui on est. Donc développer de l'intuition, renforcer sa capacité à écouter sa voix intérieure et à prendre des décisions alignées avec ses valeurs et sa vision. Donc continuer justement à développer donc l'estime de soi et la projection vers l'avenir plus sereine. Donc comme on l'a vu avec l'exemple de la petite dame là tout à l'heure, c'est vraiment se projeter vers là où on veut aller et créer ce qu'on veut avoir vraiment au lieu de se focaliser toujours sur ce qui ne va pas. C'est de se dire ok, il y a des choses, c'est peut-être pas parfait, mais comment je peux faire pour que ça aille mieux. Et alors c'est se projeter, avoir une vision de là où on veut aller et ça va et se mettre dans l'action. Et apprendre à sortir des émotions de survie, comme on a vu tout à l'heure, donc la culpabilité, la honte, le jugement, pour aller vers des émotions plus élevées. Donc ça, c'est vraiment ce travail oui, c'est ce que j'ai appelé son espace de sécurité intérieure. C'est vrai que ça permet quand on est challengé par des situations, par des relations interpersonnelles. Des fois, on a rencontré quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça vous plaît pas, ou vous avez vu quelque chose sur les réseaux, quelqu'un qui vous a un peu critiqué, ou on vous a dit quelque chose qui vous plaisait pas, bon, ça vous déstabilise et finalement, comment arriver malgré tout à se recentrer et à pas perdre son objectif de vue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes avaient des difficultés à ce niveau-là, me disaient oui, mais moi, tu vois, là, ça va, mais après, je sais pas comment je peux réagir. Donc, ils se sentent démunis par rapport à ça. Donc là, on le travaille dans la méthode. Et le troisième pilier, donc là, c'est vraiment développer une confiance en l'autre. Parce que, bon, effectivement, il faut avoir confiance donc pour avancer dans la vie en général, mais aussi comment refaire confiance à l'autre et vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire qu'on vit pas en vase clos, on est obligé quand même de se confronter en permanence aux autres, même si souvent on a tendance à se comparer, ce qui fait ça peut générer des peurs, des syndromes de l'imposteur, on a toujours l'impression que chez les autres c'est meilleur que chez soi, qu'on n'y arrivera pas, ou vis-à-vis de le monde extérieur, de se montrer, ça peut avoir quelque chose qui fait peur. Donc là, c'est vraiment toute une partie aussi importante, c'est-à-dire, là je suis revenue en arrière, développer donc des relations saines et se recentrer sur soi et sortir des conditionnements extérieurs. Parce qu'effectivement, l'extérieur, on peut avoir des conditionnements extérieurs qu'on a depuis qu'on est petit, c'est-à-dire des conditionnements familiaux. On a toujours fait comme ses parents voulaient qu'on fasse. Moi, j'en ai beaucoup. J'ai plusieurs personnes, même c'est quand même assez souvent, même très fréquemment, des femmes que j'accompagne qui me disent quand j'étais petite, je disais rien parce que je voulais pas me faire gronder. J'ai fait des études là-dedans, mais ça me plaisait plus ou moins. Mais comme j'étais une bonne élève, j'ai réussi. Puis finalement, elles se retrouvent à 40, 50 ans, avoir fait travailler dans un domaine qui ne leur convient plus. Puis elles ont l'impression d'avoir laissé en fait ce qu'on appelle des passions oubliées au fond d'elles parce qu'elles ont répondu à des conditionnements un peu extérieurs qui ne venaient pas d'elles, quoi. Et c'est très fréquent et même souvent à l'âge adulte, on est encore sur des conditionnements de ses parents. Ça peut être même quand on est adulte et qu'on a toujours à s'occuper de ses parents. Et ça peut être vraiment quelque chose de très paralysant qui nous empêche justement de faire ce qu'on voudrait faire. Donc là, c'est vraiment apprendre à sortir des conditionnements extérieurs. Donc ça ne veut pas dire que on se fâche avec tout le monde et qu'on reste enfermé chez soi. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais comment on arrive à se positionner, à mettre ses limites et arriver à se recentrer sur soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est un travail sur du leadership. Donc comprendre les dynamiques relationnelles et apprendre à créer des relations saines et positives. C'est-à-dire comprendre un petit peu les interactions, comment on se situe par rapport à l'autre, voilà. Donc ça, c'est vraiment tout un travail. La gestion des relations toxiques, peut être dans sa vie personnelle ou professionnelle, l'affirmation de soi et interagir de manière bienveillante et lutter contre le fait de rester seul
en créant des connexions authentiques. Souvent, on est dans des activités, par exemple l'activité, je parle que de ça parce que c'est vrai que j'accompagne des femmes qui sont donc dans la solo-entreprise. Souvent, on se sent un peu seul, on peut toujours avoir l'impression qu'on n'est pas fait pas assez bien que les autres, donc on va se sentir bête si on interagit avec d'autres personnes, alors qu'au contraire, pas du tout, pas du tout. Ça permet justement de s'inspirer. S'inspirer ne veut pas dire se comparer, c'est complètement différent. De se dire bah tiens, si elle a réussi, bah pourquoi pas moi. Donc au contraire, c'est très utile et très formateur. Donc il faut que je fasse attention avec ma souris parce que sinon, voilà. Alors les témoignages. Donc je vais vous en présenter deux qui sont des personnes que j'avais accompagnées. Alors Hélène, alors ça fait déjà un petit moment. C'était une dame qui travaillait dans la fonction publique et qui voulait avoir une promotion. Et dans la fonction publique, il passait des concours. Et elle passait un concours. Alors un concours elle avait déjà le poste. En fait, elle occupait déjà le poste qu'elle voulait avoir, mais elle n'était pas titulaire du fait qu'elle n'avait pas le concours. Donc, elle voulait passer ce concours-là, le réussir, et c'était une femme brillante. Mais elle l'avait passé, je sais plus, 2 ou 3 fois, enfin, elle l'avait passé plusieurs fois, et à chaque fois, elle réussissait brillamment l'écrit, elle était admissible, mais quand elle arrivait à l'oral, elle perdait tous ses moyens. Mais à la limite, enfin, au point elle disait le contraire de ce qu'elle voulait dire. Donc, elle n'arrivait plus du tout à s'exprimer. Donc, pourquoi elle est venue rejoindre mon accompagnement? Ça faisait plusieurs fois parce qu'elle se présentait à ce concours et qu'elle ne réussissait pas. Donc, comme je vous ai dit, elle réussissait l'écrit et elle échouait à l'oral. Donc, elle était dans un état émotionnel. En plus, elle était très émotive et elle est arrivée dans un état, mais en pleurs. Mais c'était quelque chose pour elle, c'était terrible. Elle avait essayé la relaxation, elle avait essayé plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, il y avait quelque chose là, on est typique dans quelqu'un qui a des blocages, des schémas inconscients à aller retravailler. Là, il y a vraiment du conditionnement inconscient. Donc, comme c'est inconscient, elle ne pouvait pas, elle-même, si elle se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, elle ne pouvait pas comprendre. Donc, en fait, quand le bilan d'accompagnement, donc elle disait, j'ai repris confiance en moi au travers des schémas inconscients que j'avais depuis l'enfance. Donc, on a été travailler sur ces schémas inconscients et qui lui ont permis de comprendre qu'en fait, le jury, donc ils étaient 3 à chaque fois, 3 personnes dans son oral, qui représentaient de façon inconsciente sa mère et son frère. Puisque sa mère était autoritaire, et puis elle s'entendait très bien avec son frère, et puis c'était eux qui dirigeaient tout, qui décidaient de tout, et puis elle était plutôt timide, plutôt effacée, et elle, du coup, elle disait rien. Et donc, elle avait fait ses études comme ça. Elle disait que même quand elle était à la fac, elle me disait, je me mettais pas trop dans des groupes. Elle était assez solitaire. Et elle s'était construite un peu comme ça. Donc, elle était bonne élève, elle réussissait. Mais, en fait, elle avait peur de sa maman et de son frère. Donc, en fait, elle disait qu'il ne l'avait jamais laissé prendre sa place. Donc, en fait, ça a permis de voir qu'en fait, inconsciemment, quand elle était dans cette situation d'oral, d'évaluation, elle voyait, ça c'était vraiment, pour le jury, ça représentait sa mère et son frère. Donc, elle se bloquait complètement. Elle était dans une peur panique. Et là, on a déconstruit tout ça. Et de ce fait-là, elle a... déjà, à la fin, il y a eu des séances, elle pleurait tout le temps. Elle avait vraiment des émotions à sortir. C'était vraiment quelque chose de. Et à la fin, c'était. Alors moi, je me disais ce qu'elle va l'avoir, son concours, mais bon, elle était méconnaissable. On sentait elle avait vraiment, ça avait libéré quelque chose en elle. Et donc, elle a reconnu que ça lui avait permis de sortir vraiment de ses conditionnements et elle a réussi son concours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui paralyse. Donc, on peut travailler vraiment sur ces conditionnements. Et l'autre personne, donc Vanessa, qui est solopreneur dans l'accompagnement humain, donc c'est quelqu'un que j'avais accompagné parce qu'en fait, elle avait démarré son activité, ça fonctionnait, et jusqu'à ce qu'elle traverse un moment de vide. Donc elle était arrivée, c'était juste au moment de Noël, elle était vraiment pas bien. Et elle était venue rejoindre mon accompagnement parce elle trouvait que son activité professionnelle était en train de stagner
voire chutait parce que son compagnon l'avait quitté. Donc ils avaient une relation qui était un peu conflictuelle, un petit peu en dents de scie. Elle disait qu'elle n'arrivait absolument pas à refaire surface, qu'elle souffrait mais vraiment beaucoup parce qu'elle ne supportait pas d'être seule. Donc, elle était beaucoup dans des schémas de dépendance affective et elle avait des idées noires. Donc, elle se sentait vraiment très, très mal. Ça a été quelque chose de vraiment... c'était assez vraiment lourd quand elle est arrivée, elle n'était pas bien. Et après l'accompagnement, donc elle a compris tous les schémas de dépendance avec son compagnon. Donc, on a vraiment travaillé sur la dépendance affective, on a travaillé sur les blessures qui étaient associées. Et d'où il venait, donc ces schémas de dépendance depuis son enfance, et qui la faisait souffrir depuis des années. Et sans qu'elle s'en rende compte, bien évidemment. Et en fait, c'est quand elle s'est retrouvée, donc, à un moment, donc c'était une relation avec son père, c'était assez compliqué dans sa famille. Et en fait, c'est apparu dans sa relation avec son compagnon que elle n'en avait pas vraiment conscience, elle n'avait pas vraiment gêné avant, mais là, vraiment, ça a été quelque chose qui a été très, très difficile. Et elle dit qu'elle commence, après l'accompagnement, à voir la vie différemment, avec de nouvelles opportunités. Donc, elle était sortie de ses schémas et avec de nouvelles opportunités dans sa vie personnelle et professionnelle. Alors voilà, donc mon cadeau pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette présentation. Donc donc la méthode que je vous ai présentée, donc qui est qui a été inspirée par justement l'approche des neurosciences et des trois cerveaux, et donc les trois piliers que je vous ai présentés. Donc j'offre donc une session de 45 minutes offerte pour faire le point donc sur ta situation, aller chercher donc ce que tu aimerais changer dans ta vie et voir un peu des pistes d'évolution, et éventuellement donc pour la personne a envie d'aller plus loin, mais c'est absolument pas une obligation, hein, c'est vraiment une offre de 45 minutes, une session avec moi pour aller faire un bilan et donc rejoindre mon accompagnement sagesse, donc que j'ai présenté avec les trois piliers. Donc on travaille en profondeur, pour lequel j'ouvre 3 places en one-on-one dans le cadre de la masterclass. Voilà. Donc je vais regarder ici. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Sandrine, bah écoute, avec plaisir, j'espère que tu vas le réserver. Hein. Tu vas réserver Donc je mettrai le lien pour mon agenda pour aller réserver la séance. Mais n'hésitez pas, c'est vraiment une séance offerte pour aller voir s'il y a des choses à changer. Alors, Sandrine, je te connais. Je ne connais pas la personne qui est arrivée parce que j'avais dès qu'il sera dispo. Ah là, ouais, bon. Mais non, mais il est dispo. Je t'envoie le lien et tu vas chercher un créneau. C'est pas un souci. Alors, je ne sais pas la personne qui est arrivée après. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ma présentation, si vous voulez. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous vois pas. Attendez, je vais arrêter le partage. Je vous mets juste la dernière slide et puis comme ça on pourra échanger avec plaisir. Donc voilà. Donc vous avez alors là une citation. Je suis toujours sur une citation. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire à tout moment. Commencez maintenant. Donc c'est une citation de Joe Dispenza. Et donc un grand merci pour votre présence. N'oubliez pas de réserver votre session sagesse pour échanger ensemble. Voilà. Donc là c'est mon lien Calendly, mais je vais le renvoyer. Donc, je vais arrêter le partage.